Bonjour tout le monde. J'ai évoqué plusieurs fois la guerre d'Espagne sur cette chaîne dans une série de vidéos, mais il y a un sujet qui a été assez peu évoqué, c'est tout ce qui concerne le régionalisme, l'indépendantisme, l'autonomisme. Globalement, ces courants qui étaient présents dans certaines régions d'Espagne et qui voulaient se détacher plus ou moins totalement de l'État central. C'était un facteur d'instabilité et de division supplémentaire dans une Espagne qui était déjà traversée par de nombreuses divisions politiques entre monarchistes républicains, entre monarchistes entre eux, entre capitalistes et anticapitalistes, entre partisans de l'État et anarchistes, entre gauche et droite. À cela s'ajoutaient des tensions dans certaines régions par rapport à l'État central, notamment en Catalogne et au Pays Basque, qui étaient les deux principales régions où il y avait des courants indépendantistes, même s'il existait de tels courants également ailleurs. Avec notamment du coup le cas catalan où ça a été, il y a eu une lutte entre la Catalogne et Madrid pour que Madrid réimpose son autorité en Catalogne, où s'ajoutait en plus la très forte présence des anarchistes et du POUM, qui était assez implanté dans cette région. Mais ça c'est un point que nous avons pu évoquer un peu dans l'aspect révolutionnaire et tout, et aujourd'hui je souhaiterais plutôt m'intéresser au cas du Pays Basque, qui me semble présenter une particularité quand même assez originale, c'est que c'était une région dominée par la droite. Les nationalistes basques étaient plutôt de droite, catholiques, assez conservateurs, et donc on aurait pu s'attendre à ce qu'ils se rangent du côté des putschistes, des nationalistes. Après tout, idéologiquement, on y voit plus de proximité qu'avec les républicains où on avait des forts courants socialistes, communistes et même anarchistes. Et pourtant, les nationalistes basques vont faire le choix de rester fidèles à la République et de se battre contre les putschistes. Ce qui du coup nous pose un problème en termes de terminologie, c'est qu'on parle des nationalistes basques et ceux qui ont fait le coup d'état putschiste du coup le 17-18 juillet 1936 sont aussi appelés nationalistes. Donc dans cette vidéo, les nationalistes espagnols du camp de Franco et compagnie seront dénommés putschistes, parce que c'est ceux qui ont participé au putsch de juillet 1936. Je n'utilise pas le terme franquiste parce qu'il serait anachronique. Franco n'était pas encore le leader du camp nationaliste. Et dans la campagne du Nord, du coup, qui a concerné le Pays-Bas, c'était plutôt Mola qui menait les troupes. Donc le terme franquiste n'irait pas, donc on va utiliser celui de putschiste et celui de nationaliste basque pour parler du camp basque. Mais du coup, pourquoi les nationalistes basques, de droite catholique, ont fait le choix de rejoindre la République? Alors aussi que pas mal d'entre eux étaient monarchistes, et même ils ont pu avoir des proximités avec les ultra-royalistes carlistes, qui étaient pour une monarchie absolue, et que lors des élections constituantes de 1931, il y a eu des listes communes entre nationalistes basques et carlistes. Mais ils vont ensuite rompre sur une question. C'est que les nationalistes basques vont décider de négocier avec le gouvernement élu, plutôt de gauche, et la République pour l'autonomie et éventuellement aussi l'indépendance du Pays Basque, là où les carlistes refusent toute discussion avec les républicains. La différence arrive là, c'est que si les carlistes peuvent avoir des tendances un peu autonomistes, mais c'est surtout, pas vraiment de l'indépendance qu'ils défendaient, mais plutôt de l'autonomie et une défense de la culture surtout, de la culture basque, de l'identité basque, mais au sein d'une Espagne unifiée. Et même pour ceux qui étaient les plus favorables à une autonomie ou une indépendance, c'était très secondaire. Le plus important, c'était combattre la République. Côté des nationalistes basques, l'important, c'était d'avancer sur le chemin vers l'indépendance et obtenir plus d'autonomie. La question du régime central de l'Espagne était plus secondaire, et que l'on obtienne de l'autonomie ou de l'indépendance de la part de la République ou de la monarchie, au final, ça ne comptait pas. C'était pas ça qui comptait. C'était d'obtenir cette autonomie ou indépendance. Et donc les négociations avec la République vont aboutir à une rupture avec les carlistes, mais vont également aboutir en 1933 à un statut d'autonomie. Cependant, sa mise en application va être gelée suite à la victoire de la droite cette année-là, qui du coup dirige alors le pays. Or, la droite refuse l'autonomie. Elle se montre du coup plutôt centraliste et opposée à ce que les régions, notamment le Pays Basque et la Catalogne, puisque la Catalogne va aussi obtenir un statut d'autonomie, la droite refuse d'appliquer de tels statuts, et donc ça va créer des tensions encore plus fortes du coup entre nationalistes basques et carlistes, et globalement entre nationalistes basques et la droite. Et c'est qu'en 1936, lorsque le Front populaire espagnol remporte, mais je rappelle qu'il a globalement remporté les élections, et que s'il y a eu des fraudes, il y en a eu des deux côtés en réalité, donc on peut pas juste dire les républicains et la gauche ont triché pour gagner, en fait tout le monde trichait à ces élections, mais globalement la gauche a gagné, et donc un gouvernement de Front populaire qui met en application le statut d'autonomie.
même si avec après le déclenchement de la guerre civile, ça ne va pas être appliqué vraiment durablement, mais il y a clairement là une volonté de l'appliquer. Et donc les nationalistes basques voient une chose, c'est que la gauche leur donne ce qu'ils demandent, la droite non. Donc même si eux sont de droite, ils vont se rapprocher en tout cas de la gauche en termes de discussion et de relations. Et du coup, quand en 1936 se déclenche le coup d'État nationaliste et qu'il apparaît très clairement que le camp putschiste est opposé à l'autonomie et s'avère très centraliste, le Pays basque, les nationalistes basques décident de rester dans le camp de la République. Non pas en soi pour défendre la République, mais pour défendre leur statut d'autonomie et leur voie vers l'indépendance. Donc les putschistes vont échouer à prendre le Pays basque au moment de leur soulèvement. Par contre, dans la Navarre voisine, où il y a aussi des courants indépendantistes, les carlistes qui sont très puissants y emportent le pouvoir. Et là, ils vont commencer immédiatement à mener une répression contre les indépendantistes. Du coup, dans le Pays basque, ce qui se met en place est un gouvernement d'union nationale, enfin une junte de défense, où on retrouve le gouvernement avec les nationalistes basques, qui partagent le pouvoir avec les socialistes et les communistes, qui sont clairement plus à gauche qu'eux, mais ils décident du coup, face à un ennemi commun, de faire front commun et de gouverner ensemble. Voilà, c'est le principe d'une union sacrée, d'un gouvernement d'union nationale. Il y a quand même des tensions, des divisions, c'est loin d'être une relation au beau fixe. Ce gouvernement se montre très autonome vis-à-vis du gouvernement central. De même, sur le plan militaire, l'armée basque est quasiment indépendante de fait. Certes, officiellement, elle dépend de l'état-major de l'Espagne républicaine, et de l'état-major du Front du Nord, avec les Asturies, qui normalement forment un état-major unifié, mais dans les faits, l'armée basque agit en autonomie. Sur le plan politique, ce gouvernement défend une certaine stabilité et maintient l'ordre. Il n'y a pas d'exaction contre le clergé, contre la droite, même le clergé globalement dans le Pays basque, dans sa majorité, soutient la République et le gouvernement d'union nationale. Même s'il y a une partie du clergé qui soutient plutôt les putschistes, dans l'ensemble, le clergé ici, à la différence du reste de l'Espagne, reste fidèle à la République. Les prisonniers politiques sont aussi des protégés et il n'y a pas de collectivisation d'usines et de terres. Le gouvernement prend quelques mesures sociales et s'assure un meilleur ravitaillement de la population. Donc il y a quand même une gauchification de ce gouvernement, de la politique menée par les nationalistes basques, mais dans un cadre tout à fait du respect de la légalité et de toutes les formes de l'État, et sans aucune exaction. Ce qui n'empêchera pas les putschistes de mener de terribles répressions, de terribles exactions lors de la conquête du Pays basque, et y compris envers le clergé. Les putschistes qui prétendaient agir pour défendre le clergé ont massacré le clergé au Pays basque, uniquement parce qu'ils ne les soutenaient pas. Comme ils ont exécuté des militaires qui se montraient rétifs à soutenir le coup d'État putschiste. En réalité, tous ces beaux principes qui prétendaient mettaient en avant de défense de l'Espagne et de défense du clergé, de l'armée lors de leur soulèvement, n'étaient que façades, et dès qu'on refusait de les soutenir, même si on appartenait au camp qu'ils prétendaient défendre, on était massacré également. Du coup, l'armée putschiste va commencer d'abord à avancer début septembre. Elle prend Irún le 3 septembre, le 10 San Sebastián, face à des Basques qui reculent parce qu'ils ne sont pas partisans de la guérilla urbaine, de la résistance à outrance qui provoque beaucoup de dégâts aux villes et des morts civiles et même militaires, mais également beaucoup de pertes, qu'ils considèrent inutiles et préfèrent reculer lorsque la bataille est perdue. Le front va quand même se stabiliser par la suite parce que les putschistes vont se concentrer sur Madrid. L'objectif étant de faire tomber la capitale espagnole, tout le monde considérant que lorsque celle-ci va tomber, ça sera la fin de la guerre d'Espagne, la République va tomber, ça sera réglé. Cependant, durant cette période, il y a assez peu de combats. Il y a quand même une tentative d'assaut des Basques en novembre 1936 pour soulager la pression sur Madrid, mais ça échoue. Et les Basques vont surtout être dans une position défensive. Et les combats vont reprendre en février 1937, lorsque la tentative de prendre Madrid rapidement échoue. Les différents assauts sur la capitale espagnole ont échoué. Et Franco et les putschistes changent alors de stratégie et décident que maintenant, on va réduire zone par zone l'Espagne républicaine avant de faire tomber Madrid, ce qui va arriver plus de 2 ans plus tard. Cette offensive sur le Pays basque va être marquée par beaucoup de massacres de civils et de nombreux bombardements qui feront des victimes chez les militaires, mais également chez les civils et le clergé. Et dans ces bombardements, le plus connu est celui de Guernica, qui du coup a choqué l'opinion internationale et qui reste aujourd'hui dans les mémoires. C'est un symbole de la guerre d'Espagne. Mais ça, on en a parlé, que ce soit du coup du siège de Madrid ou de l'avancée de Guernica et de toutes les batailles qui ont suivi. On a fait 2 vidéos sur le sujet, donc je vous mettrai les liens en description, en fiche, pour que vous puissiez aller les regarder.
Mais les bombardements sont massifs et les Basques reculent. Ils sont en infériorité alors, sur le plan matériel. Ils espéraient avoir un appui des Anglais et des Français. Ils ont de bonnes relations avec le gouvernement conservateur britannique, dont ils sont alors commercialement proches et idéologiquement proches. Ils ont une bonne image au niveau international, puisque ce ne sont pas de dangereux rouges, hein, ce sont des modérés qui respectent bien les formes, il n'y a pas d'exactions. Donc c'est un bon modèle pour l'opinion internationale. Ils sont aussi catholiques, donc l'opinion, les catholiques à travers le monde peuvent avoir de la sympathie pour eux. Et voilà, ils espéraient ainsi avoir de ce soutien. Et en effet, dans l'opinion internationale, ils sont soutenus. Guernica, ça a choqué. Parce que c'était les Basques qui étaient vus plutôt comme des gentils, là où les rouges du reste de l'Espagne pouvaient faire peur. Mais ils sont soumis à un blocus de la part des putschistes. Et les Britanniques, notamment, ni les Français d'ailleurs, n'auront le courage de le forcer pour venir en aide aux Basques, qui du coup n'ont pas de soutien et reculent progressivement. Et finalement, c'est à Bilbao que ça tient un moment avec le réseau de fortifications dont bénéficie la ville, la ceinture de fer qui est très solide. Cependant, en juin 1937, elle va céder, notamment parce qu'il y a des traîtres dans l'armée basque qui vont livrer des plans aux putschistes, qui vont ainsi avancer, bénéficiant de leur supériorité matérielle, mais également numérique. Avec l'appui important de l'armée italienne, ils ont 100 000 hommes contre à peu près 50 000 pour le camp basque. Et donc, Bilbao va finalement tomber. L'armée basque va alors se replier vers Santander avant de se rendre en août 1937. C'est la fin des combats sur le front basque. C'est également le premier exil espagnol, puisque à ce moment-là, on a massivement des Basques qui fuient du coup par la frontière, ils vont en France. Certains vont ensuite retourner en Espagne républicaine, que ce soit dans les Asturies ou en Catalogne. D'autres vont aller vers l'Angleterre. Et du coup, d'autres restent en France, notamment dans le Pays basque français. Et donc au total, c'est entre 45 000 et 50 000 personnes qui fuient le Pays basque face aux exactions des putschistes. Quant au nombre de morts, il est estimé entre 20 000 et 30 000. Donc c'est quand même aussi grosse perte durant ces combats, et également du coup des pertes civiles importantes. Et donc parmi ces exactions, il y a celle contre le clergé. Ainsi, dès le début du soulèvement, dans les zones que les putschistes avaient réussi à contrôler, ça avait commencé. Ainsi, entre octobre et novembre 1936, on a 16 prêtres qui sont exécutés, des dizaines d'autres sont condamnés à des peines de prison plus ou moins lourdes, et plusieurs sont condamnés à l'exil, ou subissent des amendes, ou sont rétrogradés au sein de la hiérarchie religieuse. Donc il y a déjà un premier travail d'épuration du clergé, de ceux qui ont refusé de les soutenir. Là, ça va se poursuivre durant toute l'avancée des putschistes et leur prise de contrôle. Les exécutions de clercs se poursuivent, et les différentes formes de condamnation. Ainsi, si on prend uniquement Biscaye, par exemple, entre le 26 juillet et le 14 septembre 1937, on a 76 prêtres qui sont condamnés à devoir quitter la région. Et globalement, dans l'ensemble du Pays basque, si on prend les exécutions, les arrestations et emprisonnements et les exils, on a à peu près un tiers du clergé basque qui est épuré pour son manque de soutien aux putschistes. Ça s'accompagne également de massacres de civils. Il y a au total des milliers, qui vont concerner des milliers de personnes. Et ce, encore une fois, je le rappelle, alors qu'il n'y a pas eu d'exactions contre la droite, contre le clergé. Les seules exactions dans le Pays basque, ça a été mené par les putschistes, le camp de Franco, Mola et compagnie, par la droite. Et cette répression contre le nationalisme basque et le clergé et les clercs qui le soutiennent, ça va se poursuivre durant toute la guerre d'Espagne, mais également durant tout le régime de Franco, conduisant à un mouvement nationaliste basque violent. La création de l'ETA se fait face au franquisme, et si on a eu par la suite un nationaliste basque violent qui s'est poursuivi, alors un seul courant était violent, on avait aussi à côté un nationaliste basque tout à fait pacifique, mais s'il y avait un courant violent dans le nationalisme basque, ça vient de cette réaction face à la terrible répression menée par le franquisme, et qui ont choqué évidemment l'opinion internationale, parce que je le rappelle que les Basques étaient bien perçus, mais sans que ça ne fasse changer l'attitude des puissances des démocraties bourgeoises. Et pour ce qui est du coup du gouvernement basque, celui-ci va se reconstituer en exil à Barcelone, où il va tenter d'appuyer diplomatiquement la République, profitant de cette bonne image dont il dispose sur le plan international pour tenter d'obtenir de l'appui pour la République espagnole, mais là aussi avec un succès assez modéré. Et par la suite, le gouvernement basque restera en exil jusqu'à la chute de Franco. Et ensuite, c'est une autre histoire, mais on pourrait parler plus largement un jour de l'histoire du nationalisme basque. Ça pourrait être intéressant, mais voilà, c'est pas prévu pour tout de suite. Mais c'est terminé pour cette vidéo qui montre bien à quel point la prétention des putschistes à défendre le clergé était hypocrite.
et aussi cette particularité d'un Pays basque de droite conservateur qui est resté fidèle à la République, et comme quoi on pouvait être de droite et républicain. Heureusement, quand même, que les choses ne sont pas si binaires et si simples. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter, la partager, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas du coup à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!